voilà. Bonjour, nous avons aujourd'hui deux invités au sein des locaux syndicaux du Conseil régional de Lorraine, Pascal Keller et Annick Cholet, qui va nous expliquer son cas très particulier d'effraction régulière de locaux privés dans un lycée. Annick, à toi la parole, est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Ben voilà, je travaille à l'accueil dans un lycée. Tu as une vingtaine d'années d'expérience dans les lycées, c'est ça ? Oui, c'est ça, ça fait 20 ans. Tout d'abord, tu as été dans l'entretien général ? Service général, c'est-à-dire entretien des salles de classe, service cuisine, service restauration, et maintenant service plonge. Et depuis 2005, je suis agent d'accueil et logé par NAS, c'est-à-dire par nécessité absolue de service. Donc, agent d'accueil, ça veut dire que tu fais à la fois l'accueil téléphonique et l'accueil des visiteurs de l'établissement. C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, explique-nous, tu as d'abord, oui, juste une chose, tu as signé dans les premiers, lors de la décentralisation, le passage du statut État au statut région, donc tu es fonctionnaire de région. Depuis 2007, la première année où il y a eu le rattachement. Et donc, explique-nous ce dossier très particulier de, finalement, d'effraction régulière de locaux privés. Voilà, mais en fait, du fait que je suis logé par NAS, donc j'ai un appartement dans le lycée. Et du fait que je suis logé, ça fait partie des murs du lycée. Il y a certaines personnes qui se croient le droit de pénétrer chez moi comme dans le reste du lycée. Bien, c'est important de dire que dans ces cas-là aussi, c'est dans ton contrat de travail, tu n'as pas de bail particulier, évidemment tu ne payes pas de loyer, il n'y a rien qui précise les conditions d'occupation de locaux. C'est de fait dans la fonction. C'est de fait oui, puisque je suis logé par NAS. D'accord. Voilà, il y a un appartement qui va avec. Bon. J'ai des contraintes à donner en contrepartie de mon appartement, comme toutes les personnes qui sont logées par NAS. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait besoin d'accéder à la cave, pour des raisons techniques. Oui, parce qu'il y a tout un réseau de câbles qui passe dans ma cave. Voilà. Et il y avait soi-disant urgence pour y accéder. Mais je n'ai pas bien vu, il faudra qu'on m'explique quand même où est l'urgence de voir et d'avoir accès à des câbles quand je ne suis pas là. Ce qui est très particulier donc, dans ton cas, c'est qu'il y a eu plusieurs effractions sur un certain nombre d'années. Oui, on va dire que ça s'est déroulé en moyenne une effraction par an. Voilà. Il faut bien renfoncer le clou de temps en temps. Je suis désolé, je fais un peu d'humour, mais ça tue à la longue. Et donc chaque fois, c'est un technicien qui rentre un collègue à toi, d'accord, qui rentre pour des besoins techniques sans te prévenir et qui fait finalement un trou dans une porte d'accès à une cave. On est d'accord ? 2 fois. Voilà. Donc ce qui fait que ton lieu privé d'habitation est ouvert à tout vent finalement. Oui, puis moi j'ai subi cette infraction-là 4 fois. Alors explique-nous ce qui se passe, comment on peut avoir comme ça, depuis 2007, nous sommes en 2012, ça fait 5 ans, successivement comme ça des effractions. Dans le cas de la première effraction, tu vas voir les responsables du lycée, c'est ça ? Non, la première fois, je lui ai demandé, je suis resté correct, mais je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, en quel honneur, et pourquoi les travaux n'avaient pas été prévus dans les moments où j'étais là, plutôt que de les prévoir pendant mon absence. On est d'accord. Parce qu'à chaque fois, c'était prévu pendant les vacances, et toujours quand j'étais mes vacances, j'en fais ce que j'en veux. Donc en 2007, en 2008, et finalement, à bout de la 3e fois en 2009, donc je répète, sur 3 ans, 3 effractions, tu vas voir la police pour faire un dépôt de plainte, c'est ça ? Voilà, je l'ai déposé. On m'a demandé de rester calme, de ne pas m'énerver, de rester... Bon,
mais il réitérait Et ça les continue. infractions. Donc, Alors, à la troisième, j'ai dit, il y en a marre, j'ai été déposer plainte. bon, et la plainte déposée en 2009, aucun 2009. résultat. Aucun résultat aujourd'hui. Ben non, mais on peut pas. D'accord. Je peux pas me permettre de bousculer la justice non plus. Bon, Donc je sais pas ce qu'il en est. Donc nous, Pascal, au niveau du syndicat CGT, le cas de Annick, on le connaît depuis depuis à peu le près début. cette époque-là, oui, depuis 2007. 2007-2008. Quel est le cadre juridique d'un NAS? Je répète, NAS, nécessité absolue de service. Quand un agent habite dans un lycée, que dit la loi là-dessus? Annick l'a très bien dit, il y a une règle, hein. D'ailleurs on a dû donner notre avis dans un comité technique paritaire sur Oui. comment dire, ce que devaient rendre les agents qui étaient logés pour une nécessité absolue de service. La règle aujourd'hui, c'est simplement sur du temps de travail à rendre. C'est-à-dire qu'un agent qui est logé donc par le conseil régional, qui a un appartement, il l'a dans des conditions bien particulières, et il doit rendre du temps en compensation. Donc D'accord, d'accord. Je crois que c'est quelques week-ends par an et une soixantaine d'heures en plus de l'année. Mais c'est quand même incroyable de penser qu'on peut aujourd'hui rentrer en toute impunité, finalement, dans un lieu privé. Ah bah, je le dis toujours, mais il est plus facile de rentrer dans le logement d'un agent de base que dans le logement d'un proviseur ou d'un directeur du conseil régional. Rentrer voir dans un logement par effraction, un agent qui rentre, l'agent qui est rentré par effraction dans la cave d'Annick, qui rentre dans la cave Du proviseur du proviseur ou du directeur général de la région, il va voir le résultat. Annick, tu es allé voir les services de la région qui gèrent les ATE? J'ai demandé un rendez-vous. Ton cas est connu officiellement depuis 2009, depuis 3 ans, 4 ans. Oui, pas depuis le début, parce que la première année, tu as été patiente. Voilà, la première année, j'ai voulu être gentille. D'accord, donc c'est connu depuis 3 ans, et il y a eu depuis d'autres infractions. D'autres effractions, pardon. Oui, parce qu'il y a eu... Ou infractions également. J'ai déposé plainte à la 3e effraction, et il y en a eu une 4e. D'accord. Ensuite... D'accord, donc rien ne bouge, quoi. Non. D'accord. Alors, non, mais mon charmant collègue se permet de continuer à insister pour rentrer chez moi. J'ai changé d'appartement, j'ai changé de cave, il a vite été en une nouvelle hiérarchie, il a redemandé la nouvelle hiérarchie pour avoir le. Donc on peut se poser la question, jusqu'au quand cette histoire peut durer. D'abord, c'est quand même assez symptomatique d'une certaine... impunité des agents dans les lycées. Alors, quelle est l'explication? Est-ce qu'on t'a même accusé, je crois? C'est bien ça? Oui, finalement, parce que moi je subis du harcèlement, parce qu'il y a eu les effractions, il y a eu des menaces physiques. J'ai eu droit à des menaces, dans le genre, toi de toute façon, le jour où tu seras dehors, fais gaffe à toi parce que je te louperai pas. Textuellement, ça c'est du fait qu'elle intervienne quand même, qu'elle demande à obtenir au moins réparation ou que ça s'arrête. Voilà. Bon, donc... Parce que et suite à cette menace-là, j'ai fait un courrier qui a été à ma hiérarchie et à la région. Là, ça a un petit peu bougé, mais je me renvoie la balle. Alors, pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, là, les victimes comme ça, oui, de situations très particulières, quels seraient tes conseils, Pascal? Compliqué, hein, quand ils viennent et qu'ils nous annoncent ça, on essaie de se défendre, de les défendre, en tout cas de les conseiller pour qu'ils se défendent. On peut partir d'un constat quand même sur ce cas particulier, c'est qu'en 2008, je crois, on est intervenu en comité technique paritaire en dénonçant les choses, et la seule réponse qu'on a eue de la part de la direction générale, c'est de nous dire, écoutez, maintenant que vous avez engagé des procédures avec des plaintes posées, laissons courir, laissons faire les choses. Ça a été dit. Ça a été dit par la direction générale. Cet été, il y avait des témoins. D'accord. Ça a été dit un petit peu autrement, si je puis me permettre. Oui. Moi, je me souviens avoir entendu dire, maintenant que vous avez déposé plainte, on ne peut plus rien faire, on est obligé de laisser la justice suivre son cours. En gros, d'accord. Maintenant, les choses dans le constat ont évolué, puisqu'il y a un service qui s'occupe des logements à la région, il y aura 2 personnes à peu près en effectif qui s'occupent des logements privatifs. Il est au courant, ce service, du cas de... Ce service est au courant, ils ont dû travailler sur le sujet, puisqu'on a vu
un courrier qui a été fait à un établissement, de la part de l'établissement d'ailleurs, où le service explique clairement qu'on ne rentre pas comme ça dans un logement privé, qu'il y a le respect de la vie privée, voilà. Donc, et que c'est répréhensible par la loi. Voilà. Donc, même le proviseur, s'il veut, si je refuse son entrée dans mon... Même lui, il est en cas de fraction. Tout à fait. Si je refuse sa présence. Même s'il est donné par délégation pour ce qui est du service public rendu, c'est un logement privé. Ça, c'est le constat. Après, pour dire comment on fait, on est dans une étape, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais on est dans une étape où on a laissé courir le temps en espérant, en informant régulièrement la région, en demandant à ce qu'elle intervienne, etc., en disant effectivement qu'on va regarder les procédures, etc. Ce qui était très compliqué pour nous, c'est de savoir comment on engage les frais, parce que, attendez voir, on n'est qu'un syndicat, on n'est pas une entreprise, on n'est pas richissime non plus. Notre collègue non plus, c'est de savoir comment on faisait avec les frais juridiques si on entamait des choses. Donc on est à une période aujourd'hui où on a pris contact avec un avocat, on rentre sur la protection fonctionnelle, là elle a été agressée, donc c'est de voir à peu près comment on va engager rien que l'affaire, financièrement, et comment on fait avec l'avocat. Donc on est à cette étape-là. Mais tout en ayant l'espoir que la région fasse quand même le nécessaire. Je dis, il y a deux choses que demande Annick, ou qu'on demande dans ces cas-là, quand on a affaire à un problème de ce genre, c'est comment on obtient réparation, parce qu'elle l'a dit elle-même, elle vit ça comme un viol, je crois que c'est ça, quand on est cambriolé, quand on rentre chez quelqu'un, on prend ça comme un viol, donc psychologiquement c'est relativement dur, donc on veut réparation, et la deuxième chose, c'est que ça s'arrête, Et malheureusement, avec le temps qui passe, on a le sentiment que le conseil régional joue la montre. D'ailleurs, on le voit dans différents dossiers, même des dossiers qui ne sont pas du même acabit. C'est assez caractéristique quand on est sur des problèmes de santé de travail, de conflits comme ça, on laisse pourrir la situation dans l'espoir que la victime fasse un écart et qu'elle se retrouve en position d'accusé. D'ailleurs, tu n'as pas je dirais, un soutien franc et massif de tes chers collègues? Non. Il y a eu suite aux dernières menaces, une sorte de pétition qui a été faite en mon encontre. À ton encontre. Donc c'est toi qui deviens accusé maintenant. C'est moi qui deviens l'accusé. Et je suis apparemment... Non, responsable des menaces qui m'ont été faites. Est-ce que c'est aussi une position particulière parce que ton appartenance syndicale, par exemple, ou pas, selon toi? On commence à trouver que mes absences syndicales sont un peu trop fréquentes. Mais ça, c'est pas le droit, ça, du travail Oui, si. En plus, Annick, la connaissance, elle est déléguée dans son lycée. Si elle est absente 1 à 2 journées par mois, c'est beaucoup. Donc on ne peut pas vraiment lui reprocher parce que le droit syndical est là et donc elle est bien élue et mandatée par le syndicat, ça c'est une chose. Après pour le reste, c'est comment agit la direction vis-à-vis d'elle, comment elle peut la protéger, et on n'a pas de réponse aujourd'hui. Eh bien parce qu'elle préfère protéger mon collègue. Si je voulais rajouter sur le harcèlement, si je pouvais me permettre, le fait qu'on arrive à une situation où les agents ne la suivent pas autour d'elle, c'est symptomatique quand même du fait de harcèlement. C'est-à-dire que dans le harcèlement, on peut l'identifier sous différentes formes. Et il y a un moment donné où quand on arrivait à mettre l'agent seul, une situation de cible, on a facile, et les gens ont facile aussi à un moment donné être à contre-temps, Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal de la part des agents qui l'entourent, de la mesure où ils connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, et comme je le disais, avec le temps passant, effectivement, Annick exprime aussi le mal-être. Donc elle peut, dans des pauses ou entre deux portes, exprimer le malaise, en discuter avec des gens avec qui elle pense avoir une totale confiance de la part des personnes à qui elle discute, et se retrouver dans une position inverse où les gens après retournent et sont pas tant de confiance que ça. Et voilà. Mais je te remercie Annick de ce témoignage. C'est assez caractéristique finalement de la situation qu'on connaisse d'autres agents au sein qui occupent des fonctions dans les cuisines ou dans la maintenance des bâtiments, et cette impunité des collègues à venir comme ça dans un lieu privé me paraît tout à fait inopportune. Merci et bon courage pour la suite. Merci. Merci.
préparé. Si c'était quand on l'aurait su. Mais que pèse notre putain de vote face à la loi du marché? C'est qu'on mes chers qu'on pas note. T'es bien fait plaisir. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme.